Merci à Chérif Diop pour toutes ces informations. Bonsoir à tous et bienvenue dans Soir d'Info. Soir d'Info qui reçoit ce soir Monsieur El Hadj Alioune Diouf, commissaire aux enquêtes économiques, ancien directeur du commerce, mais également formateur à l'ENA. Monsieur Diouf, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est un plaisir d'être ici sur ce plateau. Alors avec vous, Monsieur Diouf, nous allons démarrer cette émission avec notre yassa, poisson ou poulet, c'est selon, mais qui est menacé. En tout cas, je veux parler de la pénurie d'oignons qui sévit actuellement sur le marché. L'oignon introuvable, mais surtout très cher. Le kilogramme d'oignon à 1500 francs CFA dans un pays propice à l'horticulture de l'oignon. Comment peut-on expliquer ça? Oui, c'est une question qui préoccupe tous les Sénégalais. La hausse du prix de l'oignon est devenue un casse-tête pour les ménages, pour les femmes qui vont au marché, pour un pays qui a ce qu'on appelle les Niayes, 350 km de long sur 30 km de large, donc propice avec un climat agroclimatique favorable, propice à l'horticulture. Et nous sommes en train de produire beaucoup de variétés horticoles, dont l'oignon. Pour l'oignon, si on s'en tient aux chiffres fournis par les autorités agricoles, nous sommes à 400 000 tonnes d'oignons de production. Donc l'offre dépasse en fait la demande, parce que la demande globalement au Sénégal tourne autour de 30 000 tonnes par mois, donc 360 000 tonnes par an. Donc cette explosion des prix ne s'explique pas par la sempiternelle loi de l'offre et de la demande. C'est plutôt certainement des questions liées à la politique structurelle du secteur, ou en tout cas liées aussi à la spéculation de certains intermédiaires, peut-être avec la complicité de certains gros producteurs, certainement. Mais quoi qu'il en soit, et dans le monde, on ne connaît pas un pays qui fait de l'agriculture pour le marché extérieur. Les marchés agricoles sont des marchés d'excédent. Les pays n'exportent que ce qu'ils ont en excédent. Donc, de mon point de vue, un pays devrait éviter de dépendre de l'importation pour faire face à des situations de tension sur le marché, surtout pour des denrées largement consommées. Alors, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Nous produisons 400 000 tonnes d'oignons, nous en consommons 330 000. Nous avons donc un excédent au moins de 70 000 tonnes d'oignons. Comment expliquer la rareté de l'oignon sur le marché alors que nous en avons suffisamment pour la population? Nous avons même un excédent de production. Oui, quand on écoute les autorités, ils essayent d'expliquer cette situation, de mon point de vue, de manière pas convaincante. Souvent, on dit que oui, c'est parce que le Maroc a restreint ses exportations, donc il y a une tension sur le marché. Non, nous fermons le marché, donc les exportations n'ont rien à voir, les importations n'ont rien à voir là-dedans. Ensuite, on dit que c'est parce que nous exportons dans les pays environnants. Et ça, c'est possible si on subventionne des denrées. Effectivement, les denrées vont prendre la direction des frontières. Mais ici, il s'agit d'une spéculation qui est protégée. On limite les importations pour protéger la production locale. Donc, il est inacceptable qu'on laisse cette production locale prendre la direction des frontières. Vous donnez donc du crédit à cette thèse souvent défendue par les associations de consommateurs qui affirment en réalité qu'il n'y a pas de hausse sur les denrées, mais plutôt une spéculation entretenue par les producteurs pour combler un peu les pertes subies par le gel des importations. Oui, je leur donne parfaitement raison sur la question. De toutes les façons, c'est ça le problème au Sénégal. C'est-à-dire que nous avons des producteurs nationaux que nous protégeons sur la base de notre volonté de garantir une autosuffisance alimentaire, mais ces derniers parfois ne jouent pas le jeu.
ils profitent des rentes occasionnées par la protection du gouvernement. Et quant à eux, ils font de la spéculation. Ce n'est pas uniquement sur l'oignon. On a d'autres produits sur lesquels on interdit l'importation pour ne pas les concurrencer déloyalement. Parce que le problème, c'est une concurrence déloyale qui n'est pas acceptable. Mais une concurrence qui permet d'approvisionner le marché est une très bonne chose. Donc il faudrait que le gouvernement rende contestable le marché de l'oignon ou le marché des autres denrées qui parfois sont fermés et qui font l'objet de spéculation. Il est inadmissible qu'on protège un secteur agricole donné ou un secteur de l'élevage donné et que les prix à l'interne prennent des proportions très défavorables pour le consommateur, prennent des niveaux très élevés. Et cela est inacceptable de mon point de vue. On ne peut pas garantir des situations de rente à des producteurs qui en profitent pour faire de la spéculation. Parce que les prix sur l'oignon, quand même, sont inacceptables, sont devenus inacceptables. Un sac à 25 000 kilos, on a entendu, il y en a même qui disaient qu'il y a eu des périodes à Touba, on pouvait même parler de sacs à 50 000, je trouve ça inacceptable. Dans ces conditions, il faut que les autorités sévissent, que le gouvernement sévisse et de la manière la plus sévère pour arrêter cette spéculation qui se fait au détriment des populations. Alors, les producteurs d'oignons et de légumes en général se plaignent de conditions de stockage. Chaque année, même constat, c'est la sempiternelle excuse pour justifier la détérioration des récoltes. On accuse l'État aussi parce que gouverner, c'est prévoir et on ne peut pas avoir chaque année le même problème. Mais selon vous, à qui la faute? Est-ce que la faute incombe au gouvernement ou finalement les responsabilités sont partagées? Quand je vous dis ça, c'est parce qu'aussi les producteurs doivent pouvoir, quand ils gagnent de l'argent, pouvoir réinvestir après dans une logistique qui puisse leur permettre de conserver leur récolte. Pour moi, la première responsabilité, c'est le gouvernement. On peut même dire que la plus grande responsabilité, ou la totale responsabilité, c'est le gouvernement. C'est l'État, c'est le gouvernement qui a l'obligation de prendre les mesures qu'il faut pour régler les problèmes auxquels les producteurs sont confrontés. Parce que les producteurs sont ceux qui travaillent. Le gouvernement doit tout faire pour que ces producteurs soient à l'aise. Il est inacceptable que, par exemple, on laisse certains spéculateurs le soin de fixer les prix ou de déterminer les prix. Et je pense que ce qu'on a constaté depuis quand même depuis le début de ce gouvernement, depuis 2012, ce qu'on a constaté, c'était une volonté de lutter pour l'autosuffisance alimentaire, une volonté de lutter contre l'inflation, contre la hausse des prix. Mais jusqu'à présent, on a comme l'impression qu'on est encore au stade où on était il y a 10 ans. Pourquoi? Parce que, je crois qu'on l'a suffisamment dénoncé, le gouvernement a pris la responsabilité de discuter avec une organisation de commerçants, pas avec les chambres de commerce. Mais ils ont décidé de discuter avec une seule organisation de commerçants pour dire on va lutter contre les hausses de prix. Ok. C'est une bonne chose si tout le monde joue le jeu. Vous pensez que le débat, les échanges n'ont pas été inclusifs? Non, je pense que on ne peut pas demander à celui qui importe ou à celui qui produit de fixer le prix. Je pense que c'est l'État qui doit fixer le prix. Compte tenu de l'étude que l'État fait, l'État a les moyens de savoir ce que ça coûte de produire telle chose. L'État a les moyens de savoir ce que ça coûte importer telle ou telle denrée. L'État a les moyens de le savoir et doit le savoir sans l'aide de qui que ce soit. L'État a les moyens de le savoir. Et à partir de ce moment, l'État, les marges au Sénégal sont très élevées. Sont très élevées. C'est ça le problème que nous avons. Et ça, il faut le combattre. Les marges au Sénégal sont trop élevées. On ne peut pas commencer à faire du commerce aujourd'hui et demain être milliardaire. Et le vrai problème dans ce pays, c'est cela. N'importe quel produit qui est vendu fait l'objet de spéculation. Pourquoi? Parce qu'on pense que faire du commerce, c'est s'enrichir le plus rapidement possible. Et ça, il faut qu'on contrôle les marges au Sénégal. Ce que, pour moi,
ce qui explique la présence, par exemple, de Auchan, la présence des Chinois, même dans le détail, c'est parce que nos marges sont très élevées. N'importe qui va trouver intéressant de venir faire du commerce au Sénégal parce que les marges sont très élevées. On laisse les commerçants spéculer régulièrement. Vous prenez toutes les boutiques de détail dans les quartiers, ils ont des marges très élevées. Et ça, de mon point de vue, c'est inacceptable. Même si on est dans le domaine de la liberté, on ne peut pas tolérer des variations, une valse des étiquettes, ce qu'on appelle une valse des étiquettes. On dirait que c'est comme danser le tango. Non, on peut pas accepter cela. Et c'est cela qui se passe dans ce pays. Il y a des producteurs, il y a des commerçants qui ne comprennent pas qu'ils sont des entrepreneurs commerciaux. Vous êtes un entrepreneur quand vous faites du commerce. Qu'est-ce qui peut expliquer cette défaillance dans les magasins de stockage, dans la modernisation des structures commerciales? Il nous faut un urbanisme commercial, certes, pensé stratégiquement par l'État, mais qui fera l'affaire des commerçants. Je pense que si les commerçants comprennent l'enjeu qu'il y a, il n'y aurait pas Auchan, Casino, toutes ces enseignes qui viennent ici. Mais c'est parce que nos commerçants n'entreprennent pas comme il faut, comme ils doivent le faire pour gagner de l'argent. Ici, on veut la facilité. On achète et on revend. Non. Le commerce, ça demande quand même un peu plus de concentration et un peu plus d'effort. Vous ne pouvez pas commencer à faire du commerce et au bout d'un an vouloir avoir les bénéfices d'un industriel qui est là depuis 10 ans pour concevoir un produit et le mettre sur le marché. Je pense que quand même il y a des efforts qu'il faut demander à tout le monde, à l'État, à l'État, parce que l'État s'engage parfois à faire des financements doit faire les financements qu'il faut, doit mettre les lignes de crédit qu'il faut pour que les commerçants puissent mettre en place des plateformes de stockage, non seulement de stockage, mais de traitement post-récolte. Parce que le problème, c'est que vous ne pouvez pas récolter et vendre au stock. Non, toute récolte doit être quand même d'une certaine manière traitée. Alors, moi, j'aimerais qu'on en vienne un peu à la typologie des légumes cultivés. Si on s'intéresse, par exemple, à l'oignon, après ce que j'ai compris, il y a une variété d'oignons. Il y a des oignons qui pourrissent plus ou moins vite. Et ce problème de pourriture des récoltes, faute de magasins de stockage, se pose chaque année. Qu'est-ce qui empêche les producteurs sénégalais de s'investir dans la culture d'un oignon qui pourrit moins vite? Absolument, c'est une très bonne question. On ne peut pas reprocher à l'État de n'avoir pas fait grand-chose. Je me souviens, disons qu'il y a déjà presque une dizaine d'années, on avait déjà une trentaine de magasins de stockage, 30 jusqu'à 50, qui ont été faits dans des zones, Potou, Gabar, Mouyit, etc. Mais peut-être les magasins qui étaient faits ne répondaient pas vraiment aux besoins des producteurs parce qu'il y a peut-être des infrastructures qui ont manqué pour que ces plateformes soient vraiment fonctionnelles. Mais il y a un privé sénégalais, je pense, avec les Indiens, qui s'est associé dans Sinendia, je crois, qui sur la pomme de terre a une capacité de stockage de plus de 60 000 tonnes. Donc c'est possible. Les privés peuvent faire cela. Il faudrait peut-être que l'État pense stratégiquement sur cette question. C'est valable sur le riz, c'est valable sur la tomate, l'oignon, c'est valable sur beaucoup de spéculations. On manque de plateformes qui permettent un traitement non seulement post-récolte, mais un stockage de ces produits. Ensuite, comme vous l'avez dit, il y a des variétés hâtives. Il y a des variétés qui font 2 mois. Il y a des variétés, par exemple, je crois que c'est le Sonessa, le rouge espagnol, là. C'est une variété, tu récoltes et tu vends. Tu n'as pas tellement besoin de stockage. Il y a des variétés qui peuvent, par exemple, dans le Pout, vers la cimenterie d'Angoté, dans cette zone-là, il y a des cultures d'oignons qui sont de très bonne qualité et qui se conservent. Parce que parfois, ce qu'on appelle les récoltes immatures ne permettent peut-être pas les meilleures conservations. Et ça peut expliquer pourquoi certains stockages peuvent pourrir. Et ensuite, il y a la cherté. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a un marché d'intérêt national. À Diamniadio. Mais pour les producteurs d'oignons, par exemple, parce que c'est des petits producteurs pour la plupart,
80% ou 85% des exploitations sont des exploitations de moins d'1 hectare. Donc c'est des petites exploitations. Ces petits exploitants-là, s'ils récoltent, je pense qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir stocker leur production au niveau du marché d'intérêt national. Par contre, je pense que c'est les commerçants qui sont les agrégateurs. C'est les commerçants qui doivent aller acheter dans les petites productions et qui ont des quantités importantes et qui doivent maintenant mettre des plateformes en place pour stocker l'oignon et pouvoir étaler la commercialisation. Il faudrait aussi que peut-être, et là je pense que il faudrait que nos experts, en tout cas si on regarde bien ce que fait l'ISRA, on peut comprendre qu'il est possible d'étaler la production. Et de faire en sorte qu'on puisse faire des cultures de contre-saison. Pourquoi pas? Je ne sais pas, je n'ai pas compris pourquoi on dit oui, la production locale est terminée, ça dure 6 mois, on a un objectif de faire 8 mois. Non, on devrait pouvoir le faire toute l'année. Tout au long de l'année. Vous savez que l'oignon qu'on importe de Hollande, ce n'est pas la récolte de cette année. C'est la récolte de l'année dernière. Parce que les Hollandais, ils consomment l'oignon produit l'année. Et c'est les excédents qu'ils stockent et c'est ça qu'ils exportent l'année suivante. C'est comme sur le riz. Sur le riz, les Indiens n'exportent pas les récoltes de cette année. Ils nous exportent des récoltes de 10 ans d'âge. Donc il faut qu'on comprenne un peu que les marchés agricoles sont des marchés d'excédent. Aucun pays ne fait... En réalité, en nous disant ça, vous venez de nous démontrer que les prétextes souvent servis par le gouvernement sont des prétextes fallacieux parce que eux, ils nous sortent l'excuse qu'aujourd'hui, à cause des changements climatiques, de plus en plus, il y a des produits, des pays qui sont frileux à nous expédier leur production justement parce qu'ils craignent d'avoir des pénuries chez eux, mais si effectivement ils nous envoient pas les productions qu'ils ont produit en fait cette année, mais plutôt celles de l'année dernière, ça veut dire qu'il y a toujours provision. C'est pas convaincant parce qu'il n'y a aucun pays qui exporte au Sénégal plus de 5% de sa production nationale. Il n'y en a pas. Il faut arrêter. Ce qu'on représente, c'est epsilon par rapport à la production de ces pays-là. Parce que c'est pour ces pays-là, vous prenez un pays comme l'Inde, vous prenez un pays comme le Pakistan. Je m'excuse pour ce que je dis, mais les Indiens et les Pakistanais sont ont des rapports très tendus. On pense peut-être qu'il va y avoir une guerre. Donc, les Indiens, ils stockent toujours beaucoup de riz pour l'armée. De la même manière, aujourd'hui, ce qu'on sait sur le plan international, il y a une tension, il y a une guerre en Ukraine et même une guerre larvée entre les pays occidentaux et les pays asiatiques qui font qu'il y a une tension réelle sur l'ensemble des marchés mondiaux. On sait même qu'aujourd'hui, on parle plus de mondialisation, mais on parle de French shoring. C'est-à-dire que les pays sont en train de délocaliser certaines industries et de les localiser dans les pays amis. Et c'est ça qui perturbe aujourd'hui l'offre mondiale. Il y a une crise de la consommation et de la demande mondiale de produits alimentaires depuis longtemps. Depuis les années 2008, on sait que la demande mondiale est supérieure à l'offre mondiale. Et donc tous les pays prennent des mesures tendant à assurer des stocks. Imaginez l'Inde, des stocks sur 10 ans. Parce que voilà, gouverner, c'est prévoir. Il y a des pays qui pensent qu'on peut être confronté à une crise qui va entraîner 10 ans de pénurie. Pour des pays musulmans, c'est quand même... On a Youssoufa qui a déjà parlé de ça depuis très longtemps, on le sait. Il faut prévoir les années de mauvaises récoltes et les années de sécheresse. Donc il faut toujours se prémunir contre effectivement une baisse de l'offre mondiale. Donc on devait plus nous tourner vers la production et vers la défense des producteurs et vers le combat contre les spéculateurs. Se tourner vers la consommation locale. Aujourd'hui, les changements climatiques et leurs effets induits poussent justement les États fournisseurs de denrées à appliquer des restrictions pour éviter justement des pénuries chez eux. Ceci repose avec acuité. Donc chez nous, le débat autour de la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire, qui jusqu'ici est un concept. Comment faire pour rendre ce concept concret?
réellement? Quelle politique adapter pour aller vers cette souveraineté alimentaire qui est devenue une nécessité? Depuis, disons, plus de 20 ans, tous les gouvernements qui se sont succédés ont bien affirmé la priorité qu'il faut donner à la souveraineté alimentaire, à la sécurité alimentaire. Ça, on n'en disconvient pas. Mais il faut, de mon point de vue, dans ces conditions-là, agir d'une manière concrète, avoir une pensée stratégique, avoir une stratégie claire, une stratégie même autonome. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il faudrait que l'économie repose sur des ressorts internes. Il n'y a pas un pays dans le monde qui peut assurer sa sécurité s'il ne fait pas en sorte que son schéma d'accumulation de richesses et de création de richesses repose sur des ressorts internes. Nous avons des niailles. Je vous dis, ce qu'on fait sur l'horticulture, ça ne fait pas plus de 2% des surfaces nécessaires. Il est inacceptable qu'au Sénégal, on continue d'importer de la carotte ou du maïs. Dans les pots, vous allez dans n'importe quelle surface, vous verrez qu'on importe toujours des produits alimentaires qu'on peut faire. Je pense qu'on est capable, on a arrêté l'importation de la volaille depuis 2005, mais on n'a pas crevé de faim. Donc ça veut dire qu'on peut se passer de certaines choses. Il faut le faire, mais il faut le faire de manière ferme. Il faut une volonté politique. Il y a la volonté politique, mais des fois on a l'impression qu'il y a un État dans un État. Le président donne des instructions, mais des fois ça cale quelque part, ça coince quelque part. Par exemple, nous, en général, on dit les finances, c'est un État dans un État. Parce que des fois, on a des projets, il faut donner la contribution, par exemple, là, dans le cadre de l'Union, dans le cadre de l'ARM, pour protéger un peu les producteurs, on demande un certain financement. Des fois, on nous demande encore une partie, 500 millions ou des trucs comme ça, mais des fois, c'est compliqué. C'est compliqué pour l'État de régler ces questions-là. Et ça, de mon point de vue, c'est des blocages inacceptables. Si on veut faire l'autosuffisance alimentaire sur ces denrées, il faudrait que, une fois les instructions données, que ça soit exécuté sans hésitation ni murmure, comme disent les militaires. Merci beaucoup Alioune Diouf, donc formateur à l'ENA, mais également commissaire aux enquêtes économiques. Vous êtes l'ancien directeur du commerce intérieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis pour la deuxième partie de Soir d'Info. Excellente suite de programme en notre compagnie. À demain.